Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Expat et compagnie. Nous accueillons une nouvelle invitée aujourd'hui qui se prénomme Claire et qui vit au Gabon, un pays d'Afrique centrale, frontalier à la République du Congo, la Guinée et au Cameroun. C'est un pays que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue Claire. Bonjour Clotilde et merci de m'accueillir sur le podcast. Avec plaisir. Claire, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs en quelques mots, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Claire, j'ai bientôt 38 ans et je suis française. Je suis née en région parisienne. J'ai vécu toute mon enfance en région parisienne et j'ai eu l'opportunité, il y a presque 10 ans, de partir avec mon mari à Dubaï, où j'ai vécu 7 belles années. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de nouveau changer de pays et on est arrivé au Gabon il y a 1 an et demi. J'ai 3 enfants, 3 filles de 7, 5 et 3 ans. Et je travaille, j'ai une activité, j'ai créé ma marque de cosmétiques, des cosmétiques solides qui sont naturels et éco-conçus au Gabon. Et j'ai également une deuxième activité de consulting dans le domaine de la cosmétique. Donc voilà, pour la Donc, petite Claire est présentation. une maman expat preneur avec 2 entreprises à son actif. Et donc aujourd'hui au Gabon et précédemment à Dubaï. On va parler du Gabon aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est déroulée votre arrivée au Gabon. Qu'est-ce qui a été finalement le déclic, le déclencheur de cette deuxième expatriation? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait qu'au bout de 7 ans à Dubaï, on commençait à s'ennuyer un petit peu là-bas et mon mari professionnellement avait envie de changement. Moi également. Donc, voilà, les choses étaient alignées et il y a eu une opportunité professionnelle pour lui au Gabon dans la boîte dans laquelle il est depuis toujours quasiment. On a un peu hésité hein, parce que le Gabon, c'est un pays un peu plus exotique, on va dire, que Dubaï, au niveau sécurité, au niveau santé, etc. On s'est pas mal renseigné avant de partir, mais ça s'est quand même fait assez rapidement. On est plutôt fonceurs, on prend des décisions assez vite. Et, et donc, on a assez rapidement décidé d'y aller. Et par la suite, on a eu assez de temps quand même pour faire le déménagement, tout envoyer par container, etc. et faire en sorte que notre atterrissage au Gabon soit bien préparé. Ça s'est fait sur l'été. Nous, c'était un prérequis vis-à-vis de la boîte que les enfants finissent leur année scolaire à Dubaï et entre guillemets, on a quitté Dubaï en juin, on est arrivé au Gabon fin août pour se préparer pour la rentrée des classes au Gabon. Donc voilà, on a eu le temps, on a eu 3 mois en gros, même un peu plus pour se préparer, se renseigner, faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Ouais. Et alors après 7 ans à Dubaï, donc qui est quand même une ville réputée pour son shopping de luxe, ses gratte-ciel, et finalement aujourd'hui être au Gabon, est-ce que c'est pas un peu un retour à la nature? Ah, c'est complètement un retour à la nature. Franchement, entre Dubaï et Port-Gentil, on a les deux opposés. Euh, Dubaï, c'est effectivement, mais au-delà du shopping de luxe, etc., je dirais plus c'est la grande ville effervescente où il y a beaucoup de monde, où on fait tout le temps des trucs, on est sollicité de partout, où on conduit beaucoup, on a plein de choses à faire, etc. Moi, je n'étais pas tellement dans le shopping de luxe, mais de l'autre côté, Port-Gentil, c'est une toute petite ville
dans lequel il n'y a pas un magasin. On ne peut pas s'acheter une fringue à part la faire coudre par une couturière. Mais c'est super sympa. Il y a la nature. On a une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus simple finalement. Ouais. Ouais, ce que je j'ai envie de dire, c'est quand même, hyper contrasté et finalement, est-ce que vous aviez, ce besoin, de retour à la nature ou est-ce que c'est simplement, une comme tu le disais, une opportunité professionnelle et vous aviez pas forcément, disons, réfléchi à cette destination en particulier? Alors, on n'avait jamais réfléchi à cette destination en particulier. Moi, j'avais envie d'une expat, d'une deuxième expat, s'il y en avait une, qui soit un peu plus authentique, un peu plus mélangée à une population. Je pensais plus à l'Asie ou quelque chose comme ça. Euh, J'avais pas pensé à l'Afrique de base. C'est quand l'opportunité s'est présentée qu'on l'a étudiée. J'avais aussi une envie de retour à la nature et j'avais une envie aussi d'entreprendre que je ne pouvais pas assouvir trop à Dubaï. Donc voilà, c'était ces deux choses-là, moi, qui me motivaient. Mon mari, c'était plus l'opportunité professionnelle, voilà, d'évoluer dans son boulot, d'avoir de nouvelles possibilités, une équipe plus grosse, plus de responsabilités, etc., qui l'ont fait venir ici. Je pense pas que ce soit tellement le retour à la nature, mais aussi l'envie de voir autre chose, hein. Clairement, on est des curieux, on aime bien voyager. Ouais, une envie de d'être à nouveau dépaysé, une envie de changement finalement, ce que je peux tout à fait comprendre. Oui, voilà, une envie de découvrir des nouvelles cultures, comme on a pu le faire en arrivant à Dubaï, mais de refaire ça de nouveau. Et tu parlais tout à l'heure de sécurité, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en sécurité au Gabon avec, 3 filles et toi surtout en tant que femme, dans les rues et cetera? Est-ce que tu te sens, Alors oui, en totalement. sécurité? Mmh. Au Gabon, ça, c'était la peur que j'avais. Je me sens en sécurité, oui, complètement en sécurité. Bon, en ce moment, il y a quelques petites tensions à cause du Covid. Il y a des gens qui ont vraiment des revenus très bas et du coup, il faut faire un peu plus attention qu'il y a 6 ou 8 mois dans la rue. Parce qu'il y a vraiment des gens qui galèrent. Mais on reste en sécurité. Et du coup, donc professionnellement, comme tu le disais, tu as dû te réinventer et entreprendre en montant ta propre entreprise, Akibé, de cosmétiques solides, naturels et éco-conçus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Comment il est né et comment tu le gères aujourd'hui? Ouais, alors, moi, à la base, je suis de ce milieu-là. J'ai toujours travaillé dans la cosmétique. À Dubaï, j'ai travaillé j'étais directrice d'une usine de cosmétiques. Et avant, en France, j'ai travaillé en recherche et développement dans la cosmétique, toujours. Donc, c'est vraiment mon domaine. Et il m'avait toujours trotté dans la tête un jour de lancer ma propre marque. Et j'en avais un petit peu assez de faire un peu toujours le même genre de projet pour des clients, que ce soit à Dubaï ou en France, qui ne soient pas forcément en accord avec mes valeurs et auxquelles je ne croyais pas vraiment. Donc, arrivé ici, même avant, j'ai même anticipé dès qu'on a su qu'on partait. J'ai fait en sorte d'avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir monter ma boîte ici. Le projet a mûri tranquillement et je me suis orientée vers la cosmétique solide parce que je pense que c'est vraiment une solution à un certain nombre de problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça évite le plastique, c'est beaucoup plus écologique. Euh, mais je voulais pas faire une marque terne et triste. J'avais vraiment envie de aussi, quand je suis arrivée ici, la joie de vivre des Africains m'a vraiment sauté aux yeux. Les couleurs des pagnes. Donc, les pagnes, c'est le tissu wax qu'on voit, le tissu africain. Euh, et les odeurs, etc., les fruits, tout ça. Donc, j'ai vraiment eu envie de faire une marque gay. Donc, mêler ce côté écologique à du plaisir, de la gaieté, des couleurs, des parfums, etc. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans cette marque, Akibé. Du coup, j'ai développé moi-même les produits. Je les produis moi-même. Et j'ai donc lancé la marque en juin, qui est vendue en France et en Afrique centrale pour le moment, donc sur Internet principalement. Donc voilà, c'est des shampoings solides pour le moment. Il y aura peut-être d'autres produits dans l'avenir. Et en parallèle, j'ai aussi monté mon activité de consulting
En fait, ça, je l'ai commencé même un petit peu avant, puisque dès que j'ai donné ma démission à Dubaï, il y a des clients, des gens qui m'ont demandé si je pouvais continuer à les accompagner pour les aider à développer leur marque techniquement. Lancer une marque de cosmétiques, ça coûte quand même un petit peu cher. Finalement, j'ai financé la marque Akibé avec mes activités de consulting, de façon à ce que ça ne pèse pas sur le budget de la famille. Voilà. Ah Donc, oui, c'était ça c'est l'idée. très réfléchi, très organisé et très, prémédité finalement. C'est Ouais, voilà, super tout intéressant. était prémédité. L'idée, c'est que vraiment, ça pèse pas sur le budget de la famille, que mes deux activités, même que je me dégage un salaire grâce au consulting, un petit salaire, et que le lancement de la marque Akibé puisse être autonome et ne pas prendre sur le budget familial. Ouais, tu t'es pas réveillé un Voilà. matin au Gabon en te disant, «C'est chouette toutes ces couleurs, je vais créer une marque de cosmétiques». Non, Non. non, 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 j'avais même acheté les petites machines. Alors, j'ai des toutes petites machines, hein. Les petites machines dont j'avais besoin, je les ai achetées à Dubaï parce que j'avais des bonnes relations et puis il y a des fournisseurs qui sont pas très chers à Dubaï et je savais qu'après, faire venir des choses en Afrique, c'est très compliqué. Donc, j'avais acheté tout ce dont j'avais besoin au niveau matériel et je l'avais mis dans le container de la famille pour qu'il arrive en Afrique en même temps que les meubles de toute la famille. Et qu'est-ce que tu utilises finalement comme composant pour tes cosmétiques? Est-ce que tu te fournis uniquement, au Gabon? Non, je peux pas me fournir uniquement au Gabon. Je me fournis le plus possible au Gabon. Donc, j'utilise de l'huile de coco et du beurre de Moabi d'ici, beaucoup de matières premières d'ici. Mais par contre, la matière première qui est la plus importante, qui est l'agent moussant qui permet de laver les cheveux, on peut pas le trouver en Afrique. Il y a aucun producteur en Afrique. Donc, je me fournis aujourd'hui en Inde. C'était le fournisseur le plus logique d'un point de vue transport puisque ça vient directement de l'Inde jusqu'ici, alors que les fournisseurs européens, ils font en général venir d'Indonésie vers l'Europe, puis ensuite ça revient en Afrique. Donc d'un point de vue empreinte carbone, c'était moins bien. Donc voilà comment, OK. mais voilà les choix que j'ai faits. Mais tout vient pas d'Afrique, c'est pas possible en fait de faire un shampoing solide 100% made in Africa. Ouais, et tu parlais tout à l'heure d'inspiration, de tissu wax, de la joie de vivre des habitants. Est-ce que les parfums de tes shampoings solides sont inspirés justement du Gabon? Qu'est-ce que tu utilises comme parfum? Est-ce qu'ils ont Ouais. une odeur, typique, du pays Ah ou pas? oui, Ouais? ils ont des odeurs qui ont été complètement, et les noms aussi, ils ont été totalement inspirés du Gabon. Il y a Viré en Brousse, donc on parle de la brousse ici quand on va en dehors d'une ville. Viré en Brousse, ça sent l'ananas et le gingembre, des odeurs vraiment, les ananas ici, c'est un des fruits principaux. Réveil dans la jungle, ça sent le café et la passion. Donc, c'est encore des odeurs bien d'ici. Le café pousse au Gabon et dans cette région. Saison des pluies, ça sent l'odeur que prend la terre après une grosse pluie tropicale. Après une grosse pluie, il y a le soleil qui revient, il y a de l'humidité qui remonte du sol et il y a une odeur vraiment particulière, ça s'appelle le pétrichor. Et cette odeur, c'est vraiment une odeur très spéciale que j'ai mis dans Saison des pluies. Et le dernier, Crépuscule sous les tropiques, ça sent l'hibiscus. Donc c'est aussi une fleur qu'on voit ici partout. Donc Oh vraiment là tout est là, inspiré. mmh. Les noms, le design des boîtes, si vous allez voir, ça reprend le motif des pagnes africains, d'un pagne très connu qui est la fleur de mariage. Les couleurs, tout est vraiment en accord le plus possible. Et donc, une dernière question sur l'entrepreneuriat. Est-ce que la procédure pour monter son entreprise au Gabon a été quelque chose de compliqué? Pas tellement. Je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Pour l'instant, c'est un statut, ça s'appelle pas auto-entrepreneur, mais c'est à peu près la même chose que l'auto-entrepreneur en France. Et bon, la démarche, je me suis fait accompagner la première année par une sorte d'agence qui m'a fait les démarches. Et la deuxième année, j'ai renouvelé moi-même. Une fois que j'avais compris le système, c'était plus simple. Donc, oui, non, c'est pas très compliqué, ça prend pas tellement de temps en soi. OK. En plus, tu as l'avantage, d'être dans un pays, francophone, hein, puisque le Gabon est une ancienne,
colonie française. Oui. Donc, au moins, ça facilite, je suppose, les démarches. Oui, c'est sûr. Après, moi, l'anglais, ça ne me pose pas de problème vu que j'ai vécu longtemps dans un pays anglophone. Mais par contre, les démarches sont compliquées du fait qu'il n'y a rien sur Internet. C'est pas du tout un pays qui est digitalisé, donc enfin en cours de digitalisation, on va dire. Et les démarches sont très changeantes. C'est difficile de savoir à qui s'adresser. La structure administrative est complexe quand même. Donc c'est pour ça que je me suis fait accompagner la première année par une agence qui connaît un peu plus le circuit, quoi. Ouais, OK. Et alors, on va passer à une autre partie de l'interview. Est-ce que le coût de la vie est important au Gabon? Alors, oui et non. Le coût, par exemple, de l'alimentation est très cher parce que beaucoup de produits sont importés. Certains loisirs, quand on veut vivre un peu plus comme à l'européenne, ça reste quand même assez cher. En fait, faut pas croire que c'est pas cher parce que c'est un pays moins développé. En fait, on a quand même un coût de la vie qui est relativement élevé. Ouais. Et au niveau du Bon, logement, des transports, de toutes ces choses-là, ça se passe comment? le transport, il n'y a pas du tout de transport, hein. Il faut avoir sa voiture. Il n'y a aucun transport en commun, il n'y a rien du tout. Et il faut apprendre à conduire dans les trous et dans les bosses et dans la latérite. Faut avoir un 4x4? Euh, ah ouais, vaut mieux avoir un 4x4. Même en étant écolo, on est un peu obligé d'avoir un 4x4 parce que sinon on se retrouve planté un jour sur deux. Le logement, ça reste quand même cher. En fait, les logements, comme nous, on aime les avoir pour expats, quoi, qui sont plus confortables que les logements. En fait, il y a vraiment un gap entre la population locale et la façon de vivre des expats. En fait, il y a vraiment deux mondes. Donc, Ouais. voilà. Donc, c'est vrai que si on prend un logement, entre guillemets, pour expats, c'est difficile de dire ça, mais c'est la réalité d'ici. On ne peut pas la cacher. Et ben, c'est vrai que ça reste cher. Après, à comparer à Dubaï, c'est quand même moins cher. Dubaï Ouais. est très cher. Est-ce qu'il y a une Voilà. forte communauté d'expatriés, français au Gabon? Alors au Gabon, forte, c'est pas. De toute façon, au Gabon, il y a beaucoup moins d'expatriés, par exemple, qu'à Dubaï. Ouais, forcément, ouais. Mais principalement, il y a des Français. Il y a quasiment que des Français. Il y a vraiment très peu des autres nationalités. Après, on a quelques Anglais, quelques Américains, mais très très peu. Ici, à Port-Gentil, on doit être une centaine de familles. Ça reste quand même un petit village, hein. C'est pas une grande ville. Et Donc, pourtant, Port-Gentil, tu me disais, est la deuxième plus grosse ville après la capitale. Du oui. coup, Mais c'est le quand même Gabon, c'est petit. un petit pays, hein. C'est un tout C'est petit vrai. pays, le Gabon, hein. Il n'y a pas une grosse population. Non, non, Il non. n'y a pas une grosse Il y a 2 population. On ne peut pas millions, comparer. 2 Mm. millions d'habitants, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, donc finalement, c'est assez grand et peu peuplé. Et finalement, ouais, la deuxième grosse ville est quand même assez petite. Est-ce que comparé à une ville en France, tu pourrais nous donner un ordre d'idée? Port-Gentil par rapport à une ville française? Bah, je dirais Chartres, quelque chose comme ça. Et ouais, une ville comme ça, Chartres, Orléans, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Orléans, Angers, ce genre de... Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc C'est, ouais. c'est pas une deuxième grosse ville, c'est plutôt une troisième ville, Ok, ouais, par on rapport va à la dire, France. par Ok. rapport à la France. Et Mm. débarquer donc à Port-Gentil avec trois enfants, comment ça se passe pour tout ce qui est école, enfin tout ce qui est logistique? Est-ce que tes filles, elles ont été dépaysées et complètement perdues? Est-ce qu'elles ont adoré découvrir une nouvelle culture? Comment les enfants vivent cette situation? Alors, ça dépend beaucoup des enfants, déjà, de l'âge de l'enfant. Nous, donc les écoles, il y a une école française, donc on s'était inscrit dans l'école française directement. On les avait inscrites dans l'école française directement, donc ça nous a permis d'ailleurs de rencontrer facilement les autres expats français, etc., d'assez rapidement rencontrer du monde, parce que finalement c'est petit. Donc ça, c'est super. C'est plus facile de rencontrer du monde, je trouve, dans une petite ville comme Port-Gentil qu'à Dubaï, où à Dubaï, on a mis du temps à se faire un cercle d'amis parce que c'est une grosse ville, on se croise pas, on est dans des immeubles, on croise les gens dans un ascenseur, mais on n'a pas tellement de moments où on retrouve les gens, voilà. Port-Gentil, entre l'école et le club Sogara, qui est l'endroit où on va tous à la plage
le vendredi après-midi, on a assez rapidement rencontré les familles expats avec des enfants du même âge à Port-Gentil, quoi. Donc ça, c'est cool. Les filles, elles ont eu un peu de mal au début, surtout parce qu'elles étaient anglophones. Donc mes filles ont parlé anglais en premier. Ah oui. Euh, Mhm. voilà, mais elles étaient scolarisées dans une école anglaise à Dubaï. Donc elles parlaient anglais principalement, beaucoup anglais. Les deux grandes parlaient bien français aussi, parce qu'elles rentraient en France régulièrement. Par exemple, ma grande qui est rentrée en CP, je me souviens de la maîtresse qui au premier rendez-vous m'a dit c'est bizarre, elle est bien, elle sait écrire, parce qu'en système anglais, on commence à apprendre à lire et écrire un an plus tôt que chez nous. Elle sait écrire, elle sait lire, mais par contre, c'est bizarre, elle n'a pas de vocabulaire. Elle ne sait pas les mois de l'année, elle ne sait pas les jours de la semaine, des trucs comme ça. C'est très bizarre. Je lui dis, bah oui, elle les connaît en anglais. Ouais, la Donc, pauvre. ce genre de choses, ce genre de petites choses, de petites anecdotes. Après, elle cherchait les structures de jeu, comme on avait à Dubaï au début. Elle me disait, on a envie d'aller à Cheeky Monkeys. Je leur disais, bah, Cheeky Monkeys, vous allez à la place, je vais faire les singes, ça va être le Cheeky Monkeys d'ici, il va falloir vous habituer. Mais Ouais. très vite, elles se sont habituées à la liberté d'être tout le temps sur la plage, de vivre en maillot de bain, d'être dans la nature, de découvrir des animaux. En fait, elles adorent maintenant. Ouais, parce qu'au Gabon, vous avez une faune et une flore qui est hyper bien conservée apparemment et le climat est principalement chaud. C'est chaud, humide, chaud, humide. Vous n'avez pas Ah oui, d'hiver. ah non, non, le climat est dur. Plus dur qu'à Dubaï, je trouve. Il est chaud et humide et tout le temps. Il y a une saison sèche et une saison des pluies, mais la saison sèche, il fait quand même chaud. Et il fait chaud et humide, ouais. Et l'humidité, c'est très. Moi, j'ai du mal à le supporter personnellement. Je préférais le chaud et sec de Dubaï, même si la chaleur était plus élevée. Ouais. Ouais, mais Voilà. Mais l'humidité, quoi qu'il arrive, qu'il fasse chaud ou froid, c'est toujours ah ouais, non, le plus l'humidité, c'est dur. désagréable. Ouais, ouais, Hmm. c'est l'humidité qui est dure. Mais par contre, la faune et la flore, mais c'est juste incroyable. On est parti là à Noël dans un parc national. On a vu des éléphants, des chitatungas, c'est des sortes de gazelles, des potamochères, c'est comme des cochons sauvages, des buffles. En pleine nature, on était seuls. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment Hmm. magnifique. Des singes, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose Ça. qui vous manque, que ce soit de la vie à Dubaï ou de la vie en France? Oui, les bons restos, le côté resto social, aller prendre un verre. Bon, en plus, avec la pandémie, là, ça n'aide pas. Bon, en France, on est aussi confinés, donc on ne l'a pas non plus. Donc, ça nous console un peu. Mais c'est surtout ça, c'est voilà, à Dubaï, les bons restos, aller faire un brunch ou un truc comme ça. C'est surtout ça qui manque, je trouve. Ouais. Moi, personnellement, qui me manque le plus. Et en parlant Ouais. d'aspect social, comment, toi et ta famille vivez le fait d'être, loin de vos proches, restés en France? Comment est-ce que vous gérez vos relations, à distance? Alors, ça fait un moment, nous, qu'on est partis, donc on est habitués. Moi, j'ai eu mes 3 enfants à Dubaï, assez loin de ma famille. Bon, je suis pas extrêmement proche de ma famille, mais finalement, c'est bizarre hein, de le dire, mais l'expatriation nous a plus rapprochés, surtout avec ma mère, où on était en froid. Et en fait, le fait d'être plus loin, on a pu progressivement retrouver une relation plus apaisée par WhatsApp, par des appels sur Skype, etc. On se sent moins obligé de se voir et du coup, peut-être qu'on se voit plus de façon, on communique de façon plus apaisée à des moments où on est toutes les deux disponibles, on en a toutes les deux envie. Et du coup, moi, personnellement, avec ma mère, ça a apaisé nos relations. Mmh. Alors, c'est l'expatriation, c'est le fait d'avoir des enfants, c'est tout un mix, mais ça a apaisé mes relations. Nous, on rentre qu'une fois par an, donc on rentre que l'été. Les premières années, ça a été compliqué d'avoir l'impression d'être un peu coupé en deux parce que mes parents sont divorcés. Donc, partager son temps entre les beaux-parents, mon père, ma mère, les frères et sœurs, mon mari et moi, on en a tous les deux 3, les amis, etc. On avait un peu l'impression de se saucissonner.
et de se couper les cheveux en quatre et de jamais être trop satisfait. Et puis avec le temps, on a trouvé nos marques et maintenant, par exemple, on loue pendant une dizaine de jours une grande maison avec ma mère et mes sœurs, mes sœurs en l'occurrence, et leur famille, quelque part, pas trop loin de Paris. Et du coup, on se retrouve là. On s'est trouvé un endroit où finalement on peut passer du temps de qualité ensemble l'été. Ouais, et puis finalement tous Et se se retrouver. réunir, quoi. Alors que sinon, Voilà, se j'ai l'impression réunir une fois d'avoir un l'été, planning, quoi. voilà, au lieu de faire un planning où on va un jour chez l'un, un jour chez l'autre, mais finalement on se dit ah, on n'a passé qu'un dîner ensemble, c'est vraiment trop peu, c'est super frustrant. Donc c'est ce qu'on a pris l'habitude de faire et ça je trouve ça super. Un peu pareil avec la famille de mon mari, où on se retrouve dans la maison de campagne des parents de mon mari et on a du temps plus long, plus de qualité. En fait, moi je préfère rentrer qu'une seule fois par an pendant quasiment 2 mois et avoir vraiment le temps de souffler, de se poser en France, de passer du temps avec chacun, plutôt que de rentrer 10 jours à Noël où là, c'est la course, quoi. Pour Mmh. voir tout le monde, etc. En plus, il fait froid. Alors bon, le contrepartie de ça, c'est que ma grande, qui a bientôt 8 ans, n'a jamais vu la neige et n'a jamais eu froid de sa vie. Donc ça sera un choc le jour où on rentrera en France. J'allais y venir parce que je réfléchissais, je me disais: «OK, Gabon, ils ont chaud, Dubaï, ils ont eu chaud et ils rentrent que l'été en France, donc ils ont chaud». On aime Hem, le chaud. Voilà, je me plaignais un petit peu de la chaleur tout à l'heure, mais en fait, on aime le chaud quand même. Moi, de toute façon, je sais depuis toujours, je suis frileuse, j'aime pas le froid. Mais mes filles, ça va être un choc pour elles. Je pense ce jour, elles en rêvent, hein. Elles rêvent de voir la neige. Je pense qu'on va pas y couper peut-être l'année prochaine si c'est possible, mais euh, voilà, elles rêvent de voir la neige. Donc un jour, on leur offrira un séjour au ski. Mais oui, elles n'ont jamais connu le froid. Et pour elles, c'est un concept, le froid. Elles savent pas ce que c'est. Je leur montre les glaçons, je leur dis c'est comme si tu mettais ta tête dans le frigo. Mais la réalité du froid, elles ne connaissent pas. ah là là! Ah oui, le choc, en effet. Et toi, comment ça se fait que tu aies cette envie de vivre au chaud? Comment tu peux l'expliquer? Je pense que j'ai toujours été assez frileuse. Et bon, après, franchement, vivre au chaud, avoir des vêtements super légers, très peu de vêtements finalement. Bon, la garde-robe, on fait des sacrées économies. J'aime bien, je me sens plus libre dans mes mouvements. J'aime bien être au chaud. Ouais, bah, je te comprends, je partage, je partage ton avis. Je suis pareille, je suis exactement pareil. Pourtant, je vis à Berlin et il doit faire à peu près moins je ne sais plus combien, je ne compte plus et il fait du brouillard et il neige. Mais Je compatis. mais pourquoi pas le Gabon, hein, ça a l'air tentant. En tout cas, c'est qu'à 7 heures d'avion, de Paris, quelque chose comme ça, donc c'est pas si loin finalement. Non, c'est pas loin, il n'y a pas de décalage horaire, ça c'est super. Mmh, ça c'est pratique, très, très Ouais, pratique pour c'est garder très le pratique contact. pour garder le contact avec la famille, il n'y a aucun décalage horaire, même pour le boulot. Dubaï, il n'y a pas non plus beaucoup de décalage horaire, il y avait 2 heures ou 3 heures selon les moments de l'année. Ouais, c'est pareil, c'est 6 heures Dubaï. Mmh. Par contre, ici au Gabon, les gens viennent pas nous voir malheureusement, parce que les billets d'avion sont extrêmement chers. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être, envie de se lancer dans l'expatriation, au Gabon? Alors au Gabon ou plus en général, moi je pense qu'il faut bien préparer les choses, surtout quand on a des enfants. Nous, par exemple, on a toujours mis comme condition de bouger, de pas bouger en milieu d'année. Et si jamais vraiment pour le boulot de mon mari, ça devenait impérieux, je pense que lui bougerait et nous, on resterait dans le pays où on est jusqu'à la fin de l'année pour finir l'année scolaire et reprendre une année correctement dans un nouveau pays. Bien préparer les choses, etc. Euh, Nous, on n'est pas très attachés au matériel, donc on vit léger. On essaye de ne pas avoir trop de choses à déménager à chaque fois. Ouais. Euh, pour pouvoir garder quand même à chaque fois. Par contre, il y a pas mal de gens qui viennent au Gabon avec des grosses sociétés. Nous, on n'en fait pas partie. Et eux, ils sont envoyés sans rien, avec 4 malles par air, et ils n'ont aucun meuble à eux, rien du tout. Et ça, je trouve ça, moi personnellement, j'aurais du mal à le vivre, de n'avoir aucun.
rien pour s'attacher, voilà, aucune déco, aucun petit truc dans sa maison qui soit à soi et voilà, qui nous suive au fil des mouvements en fait. Mm. Nous, on a un certain nombre de choses qu'on transporte à chaque fois, qu'on réinstalle et on aime bien se sentir bien dans notre maison, décorer notre maison pour que on s'y sente comme chez nous finalement. Ouais, peu Voilà. importe À l'endroit où chaque vous êtes, vous fois, avez voilà. vos petits repères. Ouais, on attache une assez grande importance au choix de la maison. Et à chaque fois, on a fait en sorte de remettre nos repères pour les enfants aussi. Après, de toute façon, je pense qu'il faut un an pour s'adapter à un nouveau pays. Il y a toujours 3 mois de découverte, après une déprime de 3 mois, et après on commence à apprécier les choses. Et voilà, c'est un peu normal, c'est un peu cyclique. Et voilà, se poser les questions. Pour les enfants, leur expliquer les choses simplement. On leur avait bien expliqué Ok. ce voilà la différence entre le Dubaï et le Gabon et elles se sont bien adaptées finalement. Je pense que les enfants s'adaptent bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Super. Q Est-ce Quand que les vous parents se avez prennent pas des... la tête. Mmh. Voilà, c'est ce que je disais, voilà. Si les parents sont bien, les enfants sont bien. On va maintenant passer à la petite interview dans l'interview. Claire, peux-tu nous dire quel est ton endroit préféré dans le monde? Franchement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. J'ai des endroits où je me sens bien dans différents pays. J'ai un endroit où je me sens bien en France, c'est la maison de ma grand-mère qui est décédée, mais qui se situe en Corse, qui est un endroit où je retrouve mes racines. J'aime bien y aller chaque année. Je m'y retrouve, quoi. J'y vais depuis mon enfance. C'est un endroit où je me retrouve. J'ai eu des endroits dans le désert à Dubaï qui sont juste magnifiques et j'ai adoré. Et récemment, ici au Gabon, une maison d'hôtes, on va dire, qui s'appelle Yambissi, qui est pas très loin de Port-Gentil, située en plein milieu de la nature. Et ce couple qui reçoit les gens vraiment comme si on était chez eux et vue sur la mer, c'est juste un endroit paradisiaque. Et au milieu de la nature, j'ai adoré. Quelle est ta meilleure découverte culinaire au Gabon? Alors, la meilleure découverte culinaire, je dirais les bananes plantains frites. Ils appellent ça les alocos. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire au Gabon? Franchement, le manioc, j'ai vraiment pas du tout accroché avec la purée de manioc qu'ils font. Enfin, ouais, ils appellent ça une bouillie, enfin une purée. Ouais, j'ai trouvé ça fade et pas très goûtu, et même la texture, j'ai pas trop aimé. Et est-ce que tu as déjà goûté le gâteau de manioc? Non, 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 ma ménagère avait fait la purée. On appelle ménagère ici les aides, je sais pas, aides ménagères, voilà. Non, elle m'a fait une espèce de purée à l'eau, et j'ai pas trop accroché. Hmm. Mais si tu as l'occasion, je sais pas s'ils en font au Gabon, mais si tu as l'occasion de manger du gâteau de manioc, sache que c'est très bon avec du chocolat Ah fondu ouais? dessus. C'est Ah délicieux. oui, Ouais, sucré du coup. Ah oui, en d'accord, parce que sucré, là, en c'était un truc gâteau. salé en fait. Hmm. C'était l'équivalent ouais, de polenta, quoi, un peu. Ouais, 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 non, non, mais goûte-le peut-être en gâteau. Tu vois, c'est quelque chose que moi j'ai connu quand j'ai vécu à La Réunion et voilà, j'en garde un très bon souvenir. D'accord. Euh, Et dernière question, as-tu une anecdote d'expatriation au Gabon à nous partager? Quand on vit au Gabon, tout est un peu hors du commun. Ce qui me choque, bah, c'est la pauvreté, c'est les déchets qu'on voit dans la rue, c'est ce genre de choses. Mais c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt la vie quotidienne. Euh, c'est plutôt, oui, le choc entre nous et la vie quotidienne des gens qui sont ici. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!